Rigobert Kouta, président de Parezo et représentant de la MPP ici en Europe. Avec lui, nous allons passer un peu en revue l'actualité nationale de cette semaine. Et cette actualité est marquée par un événement, c'est le retour de M. Malou Malou à la tête de la Commission électorale nationale, lui qui avait juré devant Dieu qu'il ne serait plus dans la CENI. Mais nous laisserons à M. Kouta commencer son interprétation de l'actualité par le sujet qu'il choisit. M. Rigobert Kouta, bonjour. Bonjour, M. Chafita. Quelle est votre lecture de l'actualité de notre pays cette semaine? C'est vrai que cette actualité est dominée par plusieurs événements, par plusieurs faits. Il y a les cas de l'honorable député Eugène Diomi Ndongala qui est toujours emprisonné illégalement. Il y a la loi sur la libéralisation du secteur de l'électricité qui pour nous équivaut encore à un nouveau bradage de nos ressources, de nos richesses. Il y a bien évidemment, comme vous l'avez annoncé, la nouvelle composition de la CENI et le retour de M. Malou Malou à la tête de cette institution. Bien évidemment, il y a aussi la reprise de pourparlers entre le M23 et le gouvernement de Kinshasa. Voilà, donc je pense que nous aurons peut-être au cours de cet entretien à développer d'autres points d'actualité. Bien, dites-nous un peu, quelle est la situation de M. Diomi Ndongala en ce moment? Alors, je ne vais pas refaire toute l'historique qui a abouti à l'arrestation illégale de M. Eugène Diomi Ndongala. Ce que je peux vous dire actuellement, M. Eugène Diomi Ndongala, qui, je le rappelle, est un député élu, se trouve à Makala. Il est à Makala arrêté de manière arbitraire. Sa situation sanitaire, la situation de sa santé ne fait que se détériorer. Et en plus, comme vous le savez, son épouse, Madame Patricia Diomi, a entamé une grève de la faim depuis le 20 mai. Et au moment où je vous parle, la situation de M. Eugène Diomi Ndongala a des répercussions au niveau de sa famille. Car depuis avant-hier, un de ses fils est hospitalisé. Il est hospitalisé à la clinique Ngaliema. Et pour que cette situation cesse, pour que M. Diomi Ndongala retrouve sa liberté, qu'est-ce que vous préconisez? Quel message vous avez en direction de tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir par rapport à cette situation confuse du Congo? Voilà, je pense que le message, il est clair, le message, il est simple. Je pense que le premier message s'adresse d'abord aux institutions judiciaires de la République démocratique du Congo. De faire respecter et de faire appliquer les décisions judiciaires. Le premier message s'adresse, je dirais, aux magistrats, aux plus hauts magistrats de la Cour suprême, de faire respecter ses propres décisions. Car il faut rappeler au public qu'il y a eu 2 ordonnances de la Cour suprême de justice ordonnant la libération immédiate de Diomi et son assignation en résidence surveillée. Malheureusement, le procureur général de la République ne veut pas, refuse d'exécuter cette décision. Donc, je pense qu'au niveau du Congo, nous avons épuisé toute la procédure judiciaire. Donc ça devient maintenant une affaire politique. Voilà, ça devient maintenant une affaire politique. Car il faut savoir que M. Eugène Diomi Ndongala est les prisonniers politiques propres de M. Joseph Kabila. M. Joseph Kabila ne veut pas que M. Eugène Diomi Ndongala soit libéré. C'est devenu un problème politique. Comme c'est devenu un problème politique, maintenant il faut trouver d'autres moyens et d'autres interlocuteurs qui peuvent intervenir pour la libération de M. Eugène Diomi Ndongala. C'est la raison pour laquelle
comme premier interlocuteur, c'est la communauté internationale. Et dans cette communauté internationale, il y a des démarches qui sont déjà entreprises auprès de l'Union européenne. Nous avons introduit un mémo, nous avons remis un mémo à tous les parlementaires de l'Union européenne, mais plus particulièrement aux parlementaires membres de la Commission des Affaires étrangères. Et à ce jour, nous attendons toujours la réponse à notre mémo. La deuxième démarche, si cette première démarche n'aboutit pas, la deuxième démarche, c'est d'introduire une requête auprès de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Il y a une requête qui est en préparation. Nous attendons d'abord que nous puissions vider la première, disons, la première demande que nous avons introduite auprès des parlementaires de l'Union européenne. Si cette demande n'aboutit pas, donc nos avocats conseils vont introduire une requête auprès de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Mais au moment où je vous parle, je pense que demain ou après-demain, il y a un groupe de parlementaires de l'Union internationale des parlementaires qui en provenance de Genève, qui sera à Kinshasa pour aller visiter M. Eugène Diomaye Longala dans sa prison, qui, comme je vous l'ai dit, subit un régime carcéral de rigueur au moment où nous parlons. Donc ces parlementaires-là vont aller visiter M. Eugène Diomaye Longala et d'autres prisonniers politiques, dont M. Jean-Pierre Chaloupa. Bien, Monsieur Rigobert Kouta, vous nous avez parlé d'une loi ou quelque chose dans ce genre par rapport à l'énergie électrique dans notre pays. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de précision là-dessus? Voilà, merci. Vous savez, je pense qu'il faut d'abord rappeler certains faits. Vous savez que depuis les dernières élections législatives et présidentielles qui ont vu la victoire de M. Étienne Tshisekedi et qui ont en même temps vu aussi la désignation, je dirais, la nomination de certains députés, le Sénat, je dirais, le Sénat est dans l'illégalité. Le Sénat est dans l'illégalité parce que les gens doivent le savoir que les élections législatives devaient être couplées avec les élections provinciales. Or, les sénateurs sont issus de députés provinciaux. C'est ce que dit la loi. Aujourd'hui, dans notre pays, on vote des lois. La loi passe par la chambre basse, qui est le Parlement, et ensuite, cette même loi va dans la chambre haute, qui est le Sénat. Mais or, à ce jour, ce Sénat n'a plus aucune légalité. Ce Sénat ne peut que gérer les affaires courantes. Ce Sénat n'a pas le pouvoir, n'a plus de compétences de légiférer. Mais qu'est-ce que nous constatons? Le gouvernement de Kabila, plutôt, je voulais dire, vient de promulguer une loi sur la libéralisation du secteur de l'électricité. Lorsque nous savons que la Société nationale d'électricité a été transformée en une société commerciale, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous allons tout simplement vers la privatisation de cette société. Nous allons tout simplement vers la privatisation, non pas simplement de la SNEL, mais même des outils de la SNEL, dont les barrages d'Inga, dont les barrages d'Ongo et d'autres barrages. Cela veut dire que nous allons à une deuxième phase. Nous allons à une deuxième phase de ce que nous avons appelé pour le contrat minier des bradages de nos ressources naturelles, de nos potentialités économiques. Alors, c'est la raison pour laquelle moi j'attire l'attention. J'attire l'attention de nos compatriotes. J'attire l'attention de la communauté internationale. Voilà une voie toute tracée pour les bradages des barrages d'Inga, pour le bradage des barrages de Zongo, pour le bradage de la Société nationale d'électricité. Car vous devez savoir, dans le programme du président élu, le président Étienne Tshisekedi, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit ceci, que toute forme de libéralisation doit d'abord avoir des effets
économique, doit contribuer à la croissance économique, doit contribuer à la croissance des emplois, mais doit surtout servir au financement des entités décentralisées qui sont les provinces. Je vais être concret. Dans les cas des barrages d'Inga, quels sont les problèmes qui se posent pour le secteur de l'électricité? Nous avons la production. De ce côté-là, bien sûr que toutes les phases ne sont pas terminées. Nous avons le problème de transport, ce qu'on appelle les transports haute tension. Jusque-là, il n'y a pas trop de problèmes. Le problème se pose au niveau du transport basse tension et au niveau de la distribution et au niveau de la commercialisation à l'intérieur. Et dans le programme du président élu, nous avons trouvé qu'un des moyens pour pouvoir financer les provinces, c'est de leur concéder, que l'État congolais concède aux provinces la distribution basse tension. Et ça sera aux provinces, bien évidemment, avec un encadrement des autorités nationales, de concéder, s'ils le veulent, à des privés la distribution de l'électricité basse tension. Mais aujourd'hui, ces gens sont en train de faire des lois, ils veulent privatiser le secteur de l'électricité sans mesure d'encadrement, sans mesure sociale, sans mesure de protection, sans création d'une autorité de contrôle de l'énergie électrique ou de contrôle des tarifs et tout ça. Donc, ce qu'ils veulent, ils veulent de nouveau brader notre richesse électrique. Et là, moi, j'attire l'attention des Congolais. Il ne faudra pas que les Congolais viennent se réveiller quand il sera trop tard. Bien, Monsieur Kouta, merci beaucoup pour ces éclaircissements par rapport au problème de l'électricité. Mais il y a un phénomène, c'est le retour à la Zoro de Monsieur Malou Malou, curé de son état. Et comment est-ce que vous interprétez ce retour? Voilà. J'aurais voulu dire que c'était non-événement, mais je ne le dirai pas. Parce que c'est une situation grave pour notre pays. Mais avant de répondre à votre question, je pense que le vrai responsable du retour de M. Malou Malou à la CENI, ce sont ces députés de l'UDPS, ces députés soi-disant qui avaient soutenu le président élu, M. Tshisekedi. Ce sont eux le premier responsable parce qu'ils sont allés siéger au Parlement. Ils ont cautionné la tricherie. Ils ont cautionné la tromperie. Aujourd'hui, on se sert d'eux pour pouvoir légaliser une tricherie. Voilà le premier responsable du retour de M. Malou Malou à la CENI. Alors, je dirais maintenant, face à cela, je pense que l'Église catholique, la SEMCO, le cardinal Mosengo, et j'irai même au-delà, les papes doivent avoir une position claire. Si je fais des analyses, je ne dis pas que ce sont des analyses qui peuvent se révéler justes. Si l'Église catholique, comme l'Église catholique avait donné une position, et que M. Malou Malou n'a pas tenu compte de la position de l'Église, et si cette position de l'Église est toujours la même jusqu'à maintenant, je pense que, à mon humble avis, l'Église catholique doit prendre des sanctions. L'Église catholique doit prendre une décision par rapport au comportement de l'abbé Malou Malou. Parce que c'est très grave qu'un prélat fasse des choses qui sont interdites par son hiérarchie, connaissant l'organisation de l'Église catholique. Son droit, je pense que l'Église catholique doit réagir. Et je pense que là, c'est de la responsabilité de l'Église catholique d'abord. Et ensuite, c'est aussi la responsabilité de l'ensemble de la classe politique congolaise qui
s'est dit de l'opposition. Parce que nous avons assisté à des retournements de situation dans ces pays. Quand on a besoin du président Etienne Tshisekedi, on s'est dit que c'est lui le président élu. Et quand on n'a pas besoin du président Tshisekedi, on va siéger ou on va côtoyer la majorité présidentielle de M. Joseph Kabila. Donc je pense que là, aujourd'hui, il faudra que la classe politique congolaise, tous les partis politiques congolaises, les MLC, l'Union pour la Nation, et surtout ces partis-là, surtout les MLC, ces partis doivent se prononcer clairement. Parce qu'ils jettent un flou. La population ne comprend plus rien. Où sont-ils? Ils sont de l'opposition. Ils sont avec Tshisekedi. Ils sont avec le pouvoir. Ils sont contre le pouvoir. La population ne comprend plus rien. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps que les uns et les autres disent clairement de quel côté ils sont. Bien, monsieur Rigobert. Une dernière question, toujours à propos du monsieur Malou Malou. D'après vous, Malou Malou revient parce qu'il aime le Congo et voudrait le servir? Ou bien il vient par orgueil pour montrer aux Congolais qu'il est très intelligent et que sans lui, il ne pourrait pas y avoir des élections? Ou enfin, il vient parce qu'il est dans un clan politique où il reçoit des injonctions et il obéit à ces injonctions-là? Ma réponse sera claire et simple. Monsieur Malou Malou ne vient que pour servir un camp. Monsieur Malou Malou ne vient que pour faire son travail. Monsieur Malou Malou vient pour servir les camps des Kabila. Car il faut savoir, avec le retour de monsieur Malou Malou, on va assister dans quelques mois, dans quelques années, au changement de la Constitution pour un troisième mandat de M. Joseph Kabila. Et M. Malou Malou vient déjà pour défricher les terrains, il vient déjà pour préparer les terrains. Mais ce changement de la Constitution va se faire avec l'aval de qui? Ça se fera avec l'aval des soit députés qui se disent de l'opposition, mais plus particulièrement ceux qui se disent de l'UDPS. Donc M. Malou Malou a un travail. Et ce travail, c'est comment faire pour que M. Kabila fasse un troisième mandat. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est maintenant qu'il faut empêcher ça. C'est maintenant qu'il faut empêcher ça. Il ne faut pas attendre que la Constitution soit changée. Il ne faut pas attendre qu'on soit à la veille des élections pour commencer à crier. Donc, c'est aussi là, je lance un message au président élu. Je lance un message au secrétaire général de l'UDPS de réitérer de manière claire l'exclusion de tous les députés de l'UDPS. Ça a déjà été fait, il me semble. Mais ça a déjà été fait, mais on a l'impression, pas moi, je suis président, oui. Je suis président du Parézo et chargé des relations extérieures de la MPP. Mais moi, je parle de l'opinion. L'opinion publique a l'impression que cela n'est pas dit clairement. Parce qu'avec les négociations sur la CENI, et Dieu merci que Félix a été clair, que l'UDPS a été clair, vous avez vu ce que ça criait comme flou dans la tête des gens. Je pense qu'avec la nomination de M. Malou Malou, il faudra que l'UDPS, le secrétaire général de l'UDPS, réitère clairement que tous les députés de l'UDPS qui siègent au Parlement sont exclus et que ces gens-là ne peuvent pas parler au nom de l'UDPS ni aller afficher le sigle de l'UDPS, et j'irai même plus loin pour que la population sente réellement que ces gens ont été exclus. Il faudra que l'UDPS entreprenne des poursuites judiciaires à l'encontre de ces députés-là ou de toute personne de l'opposition proche de Kabila, proche de l'UDPS, qui est proche de Kabila, qui va utiliser le nom de l'UDPS. Et je pense que là, ça sera un message clair, un message fort, et envers la population, envers la communauté internationale, et surtout envers nos jeunes frères combattants qui se battent pour
l'effectivité du pouvoir du président élu, M. Etienne Tshisekedi. Oui, M. Rigobert Kouta, nous vous remercions, mais pour terminer, on dit ceci, on ne libère pas un peuple se libère. Qu'est-ce que vous dites au peuple congolais pour qu'il se libère de cette dérive totalitaire qui pointe déjà son nez? Moi, ce que je dis au peuple congolais, d'abord, on doit savoir que le combat politique n'est pas facile. Dans un combat politique, on ne se donne pas un timing. Ce n'est pas comme un projet économique. Le peuple congolais ne peut compter que sur lui-même. Ça, c'est un message que je lance au peuple congolais. N'attendez pas que la force d'intervention rapide, que la Monique vous libère. Je pense que Ban Ki-moon a été clair là-dessus. Le message que je lance au peuple congolais, prenez-vous en charge. Le président Etienne Tshisekedi a déjà fait son boulot. Ces soi-disant partis politiques qui se réclament de l'opposition doivent faire aussi leur boulot. Donc aujourd'hui, le peuple congolais doit savoir qu'on ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Ils n'ont rien à attendre des autres. Si la communauté internationale peut nous aider, la communauté internationale attend d'abord que le peuple congolais commence. Tant que vous n'allez pas commencer, la communauté internationale ne viendra jamais, je dis jamais, pour aider le peuple congolais, ou ne viendra jamais, n'envoyera jamais ses militaires, ses enfants pour aller mourir pour le peuple congolais. Donc c'est d'abord au peuple congolais de montrer à M. Kabila qu'ils ne veulent pas de lui. Quelle que soit la manière forte que M. Kabila emploie pour pouvoir étouffer toute forme de révolution. C'est au peuple congolais d'abord de s'élever et la communauté internationale suivra ensuite. Monsieur Rigobert Kouta, nous vous remercions. Merci beaucoup, M. Cheikh Fita.